Nouvelle semaine d'information sur Télémétropole. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans la toute première édition de Métro News pour cette semaine. D'ores et déjà, excellente semaine d'information avec nous. Voici les titres à la une de ce lundi. William Ruto annonce la fin prochaine du mandat de la mission kenyane en Haïti. Le président kényan presse l'ONU d'assumer ses responsabilités pour éviter un vide sécuritaire en marge du sommet Afrique-CARICOM. Le Mouvement national pour la transparence Toutouni plaide pour un accord global au-delà des clivages partisans. Le MNT appelle à inclure les non-signataires de l'accord du 3 avril afin de sortir de l'impasse politique et de répondre à la crise humanitaire. Puis dossier immigration, les Bahamas ferment leurs portes aux Haïtiens candidats au visa américain. Nassau refuse d'accueillir les demandeurs malgré la désignation de son ambassade comme poste consulaire pour Haïti par Washington. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, le Mouvement national pour la transparence Toutouni a appelé lundi à un dialogue élargi, incluant les non-signataires de l'accord du 3 avril 2024, en vue de sceller un accord global garantissant la stabilité politique et le développement d'Haïti sur le long terme. L'organisation insiste sur la nécessité de dépasser les querelles partisanes pour répondre aux attentes de la population frappée par la crise humanitaire. Elle regrette toutefois que 5 mois avant la fin de la transition, le Conseil présidentiel et le gouvernement demeurent paralysés sans avancée notable sur la sécurité, le référendum et les élections. Pascal Adrien, leader du MNT, est l'invité de Métro News ce soir. Monsieur Pascal Adrien, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir Rose-Berline, merci pour l'invitation. Vous êtes le leader du Mouvement national pour la transparence Toutouni et vous appelez à un dialogue élargi, incluant également les non-signataires de l'accord du 3 avril 2024. Pourquoi? Parce que tout part d'un constat réel, le constat évident. C'est que dans exactement 5 mois, nous serons obligés de constater exactement le 7 février 2026 la fin de la transition politique en cours. Mais pour que le 7 février soit une étape véritablement réussie, faudrait-il que préalablement nous ayons la sécurité, et cette sécurité devrait nous permettre de réaliser le référendum constitutionnel sans oublier les élections pour le passage régulier du pouvoir, un pouvoir dit légitime, à des autorités élues par le peuple haïtien. À 5 mois de l'échéance de la transition en cours, avec l'insécurité galopante, avec des retards vraiment ahurissants sur les chantiers du référendum et des élections, tout laisse entrevoir qu'il y aura un vide institutionnel au plus haut niveau de l'État après le 7 février 2026. Maintenant, nous devons comme leaders anticiper ce vide institutionnel. Et comment l'anticiper? C'est faire en sorte que tous les acteurs des différents secteurs, que ce soit les acteurs qui ont signé l'accord du 3 avril 2024, les non-signataires de l'accord du 3 avril 2024, et pourquoi pas le Conseil présidentiel de transition. Donc un dialogue ouvert et inclusif pour non seulement éviter ce vide institutionnel, et dans notre note, nous sommes clairs. Il est temps d'aller au-delà du conjoncturel. Donc, non seulement il sera question d'anticiper ce vide qui s'annonce, mais il faudra, en tout état de cause, planer au-dessus de la mêlée, planer au-delà de la conjoncture pour jeter les bases, comme nous l'avons écrit, d'un véritable accord global pour la stabilité politique et le développement socio-économique du pays sur les 25
prochaines années à venir. Donc, Est-ce que vous en avez... gros, nous partons de constat d'échec et nous croyons que c'est ce dialogue inclusif qui doit être à même de nous permettre d'éviter la catastrophe annoncée. Est-ce que vous avez déjà eu des pourparlers avec des structures non signataires de l'accord du 3 avril? Évidemment, de manière informelle, oui, nous sommes en contact avec différents acteurs issus de différentes structures. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, ce n'est pas d'annoncer qu'on a des rencontres informelles avec qui que ce soit. L'essentiel, c'est de trouver une formule pour que toutes ces structures, dans un élan patriotique, dans un élan de dépassement de soi, se réunissent autour d'une table pour poser deux problèmes. Un problème qui a une dimension vraiment conjoncturelle, c'est-à-dire comment gérer le post-7 février 2026 et de manière plus structurelle pour sortir de l'ornière de transition qui n'en finit pas, comment nous entendre sur des chantiers que nous aurons à implémenter ensemble sur au moins 5 quinquennats. Et à ce moment, peu importe la structure politique qui assume les rênes de l'État, cette structure politique sera appelée à implémenter tous les éléments du chantier prioritaire que nous avons identifié ensemble pour le premier quinquennat, le deuxième quinquennat, tour à tour, jusqu'au 5e quinquennat. Donc, c'est ainsi que nous comprenons, nous autres, au niveau du Mouvement national pour la transparence Toutouni, c'est ainsi que nous comprenons non seulement la conjoncture, mais tout en commençant à faire un clin d'œil sur une dimension plus structurelle de la crise. Parce que si nous n'allons pas poser le problème dans ses fondamentaux, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, il y a eu un premier accord après l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'était l'accord du 11 septembre 2021. Il y a eu un deuxième moment au cours de cette grande traversée transitoire avec l'accord du 21 décembre. Ça fait 1 an et plus qu'il y a eu l'accord du 3 avril. Eh bien, en 2026, il y aura un nouvel accord. Dans 2 ans, un nouvel accord. Et ce sera vraiment une grande plaisanterie. Maintenant, pour anticiper tout ça, pour essayer d'éviter ce piège circulaire où on tourne en rond à chaque fois qu'on a l'impression de trouver la solution, ça ne marche pas, eh bien, il nous faut, pour une fois, faire ou encore consentir les efforts nécessaires pour poser le problème à 2 niveaux. Il y a certainement la conjoncture que nous devons considérer dans nos réflexions, mais il faut aller au-delà de cette conjoncture pour voir les déterminants structurels de la crise. Eh bien, comment aborder ces déterminants d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre politique, de manière vraiment globale, de manière vraiment holistique, pour que nous puissions justement éviter la catastrophe annoncée. Monsieur Adrien, nous savons également qu'il y a d'autres propositions émergeant de différentes structures, justement toujours pour l'après 7 février 2026. Est-ce qu'il va y avoir des points de ressemblance, de divergence? Par quels moyens allez-vous trouver un accord commun? Bon, tous les sacrifices sont envisageables et doivent être envisagés avec sérieux. Donc, il y a différentes structures qui ont émergé, qui prônent tour à tour, et la Cour de cassation, qui prône un CPT réduit, et qui prône une autre gouvernance beaucoup plus équilibrée. Mais quand on dit dialogue, c'est-à-dire que toutes ces structures doivent avoir leur place comme structure démocratique. Elles doivent avoir leur place autour d'une table. Ce ne sera pas le triomphe d'une proposition sur une autre, mais ce sera le triomphe collectif des Haïtiens qui, au cours de cette période difficile de notre histoire, vont prouver au monde entier que nous avons la capacité de transcender, que nous avons ce sens de responsabilité qui doit nous pousser à avoir une bouche pour nous exprimer, certes, mais à avoir 2 oreilles pour écouter, pour aller vers l'autre et essayer de comprendre sa proposition. Donc, ce qui nous revient aujourd'hui,
il nous revient comme leader de privilégier cette nouvelle approche, qui n'est pas une approche extrémiste, qui n'est pas une approche qui cloue un acteur, des acteurs au pilori, mais qui est une approche de rassemblement, de mise en commun pour penser l'avenir du pays ensemble et autrement. C'est ce que nous proposons. Et nous partons de constats réels, de constats évidents. Ce que nous aurions souhaité, c'est la réussite de ce CPT, la mise en place de la sécurité par le CPT et le gouvernement, la réalisation du référendum en bonne et due forme, la tenue des joutes électorales généralement quelconques. C'est ce que nous aurions souhaité, c'est ce que nous souhaitons encore de toutes nos forces. Mais malheureusement, entre nos souhaits et le constat, il y a un hiatus. Et nous devons nous rendre à l'évidence qu'en dépit de nos souhaits légitimes, malheureusement, nous nous acheminons vers un danger imminent. Et si nous avons un minimum de sens de responsabilité, nous ne devons pas attendre décembre ou janvier 2026 pour commencer à poser le problème. C'est maintenant que nous devons le faire. Et au niveau du MND, nous disons haut et fort, faisons-le à deux niveaux. La conjoncture, c'est bien, c'est obligatoire, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Pour que ce soit nécessaire et suffisant, nous devons faire en sorte que, au-delà de la conjoncture, nous ayons des réflexions sensées, responsables, pour que structurellement nous posions le problème de cette instabilité sur une période minimale de 25 ans, et ce sera la grande marche de la rédemption d'Haïti vers un avenir beaucoup plus radieux. Ce sera donc la grande marche de la République d'Haïti. C'est donc sur ces mots que nous refermons cette interview. Merci infiniment d'avoir été avec nous. À moi de vous remercier. Tenez bon. Merci encore. Voilà donc les propos du leader du Mouvement national pour la transparence Toutouni, Pascal Adrien. Il est avec nous ce lundi à Metro News pour commenter l'actualité. Merci de votre fidélité à Metro News. Le colonel Imler Rebu émet des doutes concernant le plan des États-Unis pour lutter contre la criminalité en Haïti. Il rappelle que l'Organisation des États américains, OEA, que Washington met en avant, ne dispose d'aucune structure pour mettre en œuvre des forces armées. En outre, le colonel Rebu s'interroge sur la position de la Chine et de la Russie, dont l'agrément est obligatoire pour mettre en œuvre le plan. Écoutons un extrait de l'analyse du colonel Imler Rebu. C'est le premier bagage, par exemple, il y a des Américains qui voient les gens, pas besoin de voir les gens. Il y a qui ferment sous qui produit armes, qui produit munitions, qui rentrent en Haïti, il y a des moyens pour contrôler. Moi, je dis ça déjà, je vais répéter. Les Américains structurés ont gens que même s'ils sont ravettes qui doivent voler à la Kaili, ils ne peuvent pas les ravettes à pas rentrer la Kaili. Donc, si les armes ont sauté aux États-Unis, munitions ont sauté aux États-Unis pour tuer les gens en Haïti, le problème, ce n'est pas voyer Marines. Solution à problème, c'est empêcher les armes avec munitions dans des mains et dans des mains non propres. Donc, ou pas qu'à résoudre le problème, non. Par exemple, il y a un secrétaire d'État Marco Rubio qui monte là. Là, monsieur fait paraître, il dit, bon, moun CPT ça, il n'y a pas de légitimité, il n'y a pas de légalité, je ne vais pas prendre contact avec eux. Bon, moi, qui ça, CARICOM te fait. OK. Bon, CARICOM te fait ça, il va bon. Au son, depuis le 11 mars, il n'est pas bon. Le 1er avril, Michel avant moi du sac là, pas cap de résultat, la peine un désastre. Nous arrivons dans un désastre. Maintenant, Marco Rubio dit bon, on a monté dans OEA. Depuis il dit ça, je me demande est-ce que monsieur inconscient, est-ce que incompétent, parce que OEA n'a pas aucune structure dans l'organisation qui est capable de mener des forces venues en Haïti.
Quand il y a un bagage qui est plus grave, il dit qu'il va monter une force spéciale qui pour là pour venir détruire gang. Il a envoyé 5000, il a même essayé de dire Marines, menti. Il n'y a aucun Marines. Marines a venu en Haïti pour protéger l'ambassade américaine parce que il y a les petits programmes avec. Comment l'ambassade des États-Unis a dit nous? Il est en contact avec gang en permanence pour résoudre le problème l'ambassade là. Denis Sankens? Ouais. Il va dire en permanence, non? Bon, ok. Bon, il y a contact. Bon, il y a petit contact avec petit gang yo, il y a petit problème pour le cap résoudre. Ok. Maintenant, les gens qui viennent là, qui remplacent là, sont militaires. Là, toujours il y a tendance pour t'amener là sur le terrain de la guerre, de la force. Or, ça n'a pas résoudre le problème. Non. Premièrement, il ne va pas venir parce que là où tu dit ça, je me doute, je me dis, comme le président Trump va rencontrer avec le président Poutine sous dossier Ukraine, donc il y a une forte possibilité que vous ayez une solution pour faire Ukraine. Si vous avez une solution pour faire Ukraine, eh bien, le président Trump a tout négocié avec le président Poutine pour le faire une entente avec le président Xi, la Chine, pour faire lâcher main. C'est la seule condition qui va permettre que les Américains fait passer au niveau de l'ONU, arriver troupes là. Depuis là, ils dit pour troupes là venir, c'est l'ONU pour avoir l'autorisation, pas un grain cas. Bon, d'ailleurs, je vais passer entre le monde occidental, au niveau du monde occidental, les États-Unis, plusieurs fois. Où sont avec qui pays ça avant? Après ça, il vient prendre Équateur. Que là, le signe demande là. Je dis à ces Panama, demande n'a pas passé. Colonel, c'est bien dommage. Je me dis une question que je me poser, mais Jean-Moël arrivé sur moi là, je me dépassé. Posez-moi, je répondu en 3 secondes. Qui sont pensés si l'autorité t'a inspiré de l'exemple Salvador là? Autorité haïtienne? Nous-mêmes, nous ne pouvons pas niveau ça. Nous pouvons niveau ça. Pour arriver à une solution et un type Salvador, il faut commencer par une conscience sur un pays où diriger. Donc ce n'est pas le cas ici. Non, nous ne pouvons pas un niveau à faire pays comme ça. Pas même vous-même, colonel? Mais non, on va parler de monde qui n'a pouvoir un espace de décision. Ah, ok. Moun nous gagne un espace de décision, yo pas de préoccupation à faire pays dans tête yo. C'est de petits monde, capitaine de monde viennent résoudre problème pour yo, c'est état mental là. Parce que nous non mais si c'est monde yo qui créé parce que nous toujours dit que problème ça il pas uniquement made in Haiti. Mais nous avons capacité pour nous résoudre. Par exemple, vous entendez une blague, et les Américains pas voulu nous faire l'armée, etc. Garçon, pas en Haïti, qui pas fait l'armée faite, et qui pas fait Américain, fait l'armée avec nous. Si tu as un monde pour ça, il a fait. Si tu as un monde pour ça, alors que tu as possibilité de gagner à travers le monde, donc vous pensez Américain pour d'accord pour m'entendre avec la Chine, m'entendre avec la Russie, pour venir mettre l'armée là. Comme on l'a annoncé en titre, le président kényan William Ruto a annoncé dimanche, en marge du 2e sommet Afrique-CARICOM, la fin prochaine du mandat de la mission kenyane déployée en Haïti. Le temps presse, a déclaré le chef de l'État kényan, appelant à une transition rapide et organisée. Elle a exhorté l'ONU à assumer pleinement ses responsabilités afin d'éviter un vide sécuritaire susceptible d'aggraver la crise haïtienne. Selon lui, l'avenir de l'opération dépend désormais d'un engagement international plus ferme, mieux coordonné et surtout plus concret. Rappelons que le 2e sommet Afrique-CARICOM s'est tenu les 6 et 7 septembre en Éthiopie et a réuni les dirigeants de l'Union africaine et de la communauté des Caraïbes pour renforcer leur partenariat sous le thème de la justice réparatrice. Inauguré par le président angolais Joaquim Lourenço, l'événement a mis l'accent sur les réparations pour l'esclavage, le commerce, la santé, le climat et l'éducation, avec des avancées comme le bureau d'Afrexim Bank à la Barbade et le Forum afro-caribéen. Un communiqué conjoint a scellé les engagements pour une coopération transcontinentale ancrée dans une histoire commune. Autre information à Metro News, le projet de nouvelle constitution a été soumis à l'exécutif après plusieurs mois de travail par un comité restreint.
Ce texte, qui s'inspire de la Constitution de 1987, introduit plusieurs changements. Le poste de Premier ministre est remplacé par un vice-président et l'âge minimum des élus est abaissé. 21 ans pour les maires et députés, 25 ans pour les gouverneurs et sénateurs et 30 ans pour le président. Le Sénat passe à 2 représentants par département contre 3 auparavant, tandis que le nombre de députés reste indéfini pour près de 700 communes. Les mandats des élus, y compris le président, sont harmonisés à 5 ans. Les parlementaires ne pourront plus sanctionner les choix ministériels ni interpeller l'exécutif, mais pourront inviter et questionner ses membres sans vote. Le projet instaure également 10 régions administratives dirigées par des gouverneurs autonomes, y compris pour la zone métropolitaine de Port-au-Prince. En cas de vacances présidentielles, un mécanisme désigne le vice-président ou, à défaut, le président de la Cour de cassation, le président du Sénat, celui de la Chambre des députés ou un ministre selon l'ordre de préséance pour assurer l'intérim. Un ministre non élu des 25 ans pourrait accéder à la présidence. Un statut de chef de l'opposition est également créé, dont les détails seront fixés par la loi. Et le nombre de ministres est limité à 12. La conférence nationale prévue n'a pas eu lieu, mais le projet vise à structurer la gouvernance future du pays. Toujours concernant ce dossier, le référendum constitutionnel est plus que jamais dans l'impasse. Alors que le temps presse, le texte final du projet de la nouvelle constitution n'a toujours pas été publié dans le journal officiel du pays. Une étape préalable indispensable aux autres démarches en vue du référendum. Le comité de pilotage dénonce une manœuvre du pouvoir en place visant à gagner du temps dans le but de ne pas remettre le pouvoir à des élus. Pourtant, le Conseil électoral provisoire refuse d'avancer sans la publication du projet dans le Moniteur, conformément aux dispositions du décret référendaire. Dans un autre registre, installation ce lundi 8 septembre du Comité national haïtien de restitution et réparation par le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr. Les 21 membres du comité sont officiellement entrés en fonction lors d'une cérémonie à la villa d'accueil en présence de plusieurs membres du Conseil présidentiel de transition, composé de représentants de l'exécutif, de la société civile et du secteur académique. Le CNHRR doit faire la lumière sur les conséquences de la dette coloniale à travers des enquêtes rigoureuses sur le plan juridique, économique et moral, en travaillant notamment de concert avec des partenaires internationaux. Le président du Conseil présidentiel de transition plaide ainsi pour une justice réparatrice, une nécessité et non un luxe, a-t-il déclaré. Suivez un extrait du discours de Laurent Saint-Cyr, coordonnateur du Conseil présidentiel de transition. Par arrêté présidentiel du 17 avril 2025, l'État haïtien a institué le Comité national haïtien de réparation et de restitution. Les 21 éminentes personnalités nommées par l'arrêté du 5 août 2025 entrent officiellement en fonction en ce jour historique, acceptant ainsi d'endosser une mission d'État de la plus haute importance. Cette décision souveraine s'inscrit dans un moment historique. L'Assemblée nationale française vient d'adopter la résolution 1267, reconnaissant l'injustice de la double dette imposée à notre pays et ouvrant la voie à une réparation. Nous saluons cette décision historique, ainsi que les efforts du président Emmanuel Macron, qui marquent un pas important vers une reconnaissance officielle de cette dette morale et matérielle. Mais cette avancée, aussi significative soit-elle, ne saurait rester symbolique. Réparer, c'est reconnaître l'injustice et admettre les blessures laissées par un système inhumain dont les cicatrices nourrissent encore les inégalités. Chers membres du Comité national, en vous investissant solennellement dans cette haute mission
l'État haïtien vous confie une responsabilité historique sans précédent, celle de rappeler au monde que la justice réparatrice n'est pas un luxe, mais une nécessité. L'arrêté du 17 avril 2025 vous assigne des prérogatives stratégiques d'une importance capitale et je cite « Concevoir et déployer la stratégie diplomatique nationale en matière de réparation en coordination avec les plus hautes instances de l'État. Constituer la documentation scientifique et juridique irréfutable de l'impact multidimensionnel de la dette coloniale sur notre trajectoire nationale. Orchestrer une mobilisation citoyenne et internationale autour de cette cause juste et légitime. Forger des alliances stratégiques durables avec nos partenaires régionaux et internationaux, particulièrement au sein de la CARICOM et des instances multilatérales compétentes. Le Conseil présidentiel de transition réaffirme son engagement à vous accompagner dans cette dynamique et à travailler avec nos partenaires internationaux pour transformer cette aspiration en réalité. Le moment que nous vivons appelle à une mobilisation collective et à une solidarité nouvelle entre les peuples. C'est dans la mise en commun de nos énergies et que nous pourrons bâtir un monde plus juste, plus équitable et profondément respectueux des droits humains. Chers membres du comité, je vous félicite et je vous exhorte à servir cette cause avec rigueur. Que votre action soit guidée par l'excellence, animée par la rigueur scientifique et inspirée par l'amour inconditionnel de la patrie. Car c'est en votre nom, au nom du peuple haïtien tout entier, que vous œuvrez pour que triomphe notre nation. Vive la République d'Haïti. Pour refermer la page nationale de Metro News, les Bahamas ferment leurs portes aux Haïtiens, sollicitant un visa d'immigrant pour les États-Unis. Malgré la désignation de Nassau aux Bahamas par Washington comme poste consulaire pour Haïti, le gouvernement bahaméen refuse l'entrée des demandeurs haïtiens sur son territoire. Selon le journal de Nassau Guardian, le gouvernement des Bahamas a annoncé qu'aucun ressortissant haïtien ne sera autorisé à entrer sur son territoire dans le cadre du traitement des visas d'immigrants pour les États-Unis. Cette décision survient après que le département d'État américain a désigné l'ambassade américaine à Nassau comme poste consulaire pour les demandes d'Haïtiens. Un changement de politique qui prendra effet à partir du 1er novembre. Dans un communiqué publié vendredi dernier, le bureau du Premier ministre bahamien a justifié cette interdiction, rappelant que Washington avait lui-même imposé plus tôt cette année une politique restreignant également totalement l'entrée des Haïtiens sur le sol américain. Étant donné que la politique américaine restreint totalement l'entrée dans leur pays des ressortissants haïtiens, nous n'accorderons pas l'entrée aux Bahamas pour demander un visa américain, a-t-il déclaré. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. À votre partir, le rappel des principaux titres à la une. William Ruto annonce la fin prochaine du mandat de la mission kenyane en Haïti. Le président kenyan presse l'ONU d'assumer ses responsabilités pour éviter un vide sécuritaire en marge du sommet Afrique-CARICOM. Le mouvement national pour la transparence tout uni plaide pour un accord global au-delà des clivages partisans. Le MNT appelle à inclure les non-signataires de l'accord du 3 avril afin de sortir de l'impasse politique et de répondre à la crise humanitaire. Et puis dossier immigration, les Bahamas ferment leurs portes aux Haïtiens candidats au visa américain. Nassau refuse d'accueillir les demandeurs malgré la désignation de son ambassade comme poste consulaire pour Haïti à Washington. Voilà ce qui referme cette édition de Metro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.